Bonjour à toutes et tous. On va commencer avec Don Foresta qui a été diplomate des États-Unis dans un premier temps, pour ensuite continuer dans l'art. Il a bifurqué vers l'art. Il a été directeur de la Biennale de Venise, mais aussi directeur de l'American Center. C'est lui qui a introduit en France tout l'art photographique et aussi l'art vidéo. Et donc aujourd'hui, il va intervenir sur la manière dont Teilhard de Chardin a influencé sa réflexion, mais aussi sa pratique. Et il débouchera ensuite sur les nouveaux paradigmes et comment aujourd'hui on peut réinventer des paradigmes. Maria Barthélémy, qui est artiste, qui va créer dans la 3e ligne de métro, vous pourrez admirer le travail de Maria et Barthélémy et René Soutra. Elle travaille sur les questions de vision, du regard, comment les vecteurs spatio-temporels, elle questionne ces vecteurs spatio-temporels. Et elle a elle aussi été influencée par le travail de Teilhard de Chardin, et donc elle explorera un petit peu par une modalité comment son travail résonne avec Teilhard de Chardin. Mon introduction à Teilhard de Chardin a été un peu exotique. Je l'ai trouvé chez le coiffeur à Ouagadougou. C'était dans les années 60, j'étais chez le coiffeur, il y avait une revue très chic, parisien. J'ai commencé de lire un article sur Teilhard de Chardin dedans qui m'a complètement emballé, c'était en 63 je pense. Et j'ai demandé s'il pouvait me donner le livre, me prêter le livre pour un petit temps. À la maison, je dois confesser, j'ai pris un rasoir et j'ai coupé les pages pour garder ça. Je ne voulais pas le laisser partir. Et quand j'ai retourné aux États-Unis en 68, j'ai compris que Teilhard de Chardin avait une énorme influence sur les artistes américains. Et bon, pour cette raison-là aussi, doublement, j'ai acheté tous ces livres, j'ai acheté tout ce qui était disponible à l'époque. J'ai parlé avec beaucoup de collègues parce que j'étais en train de me préparer pour mon travail qui était directeur de centre culturel américain. Parce que jusque-là, je n'étais pas du tout dans les arts. Et j'ai fait une recherche, j'ai parlé avec beaucoup d'artistes à l'époque. Surtout dans les artistes de l'image mouvante, la vidéo, le cinéma expérimental, etc. Et tout le monde était influencé par son travail, surtout la notion de noosphère. Le noosphère qui était pour moi presque magique quand j'ai vu que quelque part on était tous liés. Et je crois que c'est vraiment l'idée fondamentale pour moi, qu'on pouvait imaginer ces liens entre tous les hommes, tous les êtres humains, et même du passé, qu'on était tous liés dans un espace d'énergie qui était le noosphère, et c'est ça qui était, pour moi, absolument fondamental et crucial à tout ce que j'ai fait après. Moi, je travaille, par exemple, dans le réseau, que je vais expliquer un peu plus tard, autour de cette notion de changement de paradigme. Mais mon travail depuis 40 ans, c'était de travailler avec le réseau comme espace partagé, comme espace de création partagé. Qui veut dire, pour moi, c'est une petite manifestation de l'idée de noosphère. C'était, on est connecté, on est en train de créer un nouvel espace qui est l'espace de réseau. Et que moi je veux expérimenter avec le travail artistique. C'est quelque chose qui est fondamental pour moi parce que je crois qu'il faut vraiment fournir cet nouvel espace avec tous les aspects de l'homme, y compris surtout la création artistique que je vais expliquer un peu plus tard quand on parle des changements de paradigme. Mais pour moi, c'était déjà un changement de paradigme quand j'ai lu ces livres et j'ai compris ça. Au même temps, en Afrique, j'étais complètement accroché sur le préhistoire. J'ai tombé sur un livre de Raymond Dart, qui était la personne qui a découvert Australopithèque.
Et j'étais complètement accroché à ça aussi. Et quand j'ai appris que Teilhard était anthropologue, bien sûr, j'ai cherché pas mal d'informations de ce côté-là. Et je me souviens bien quand il a expliqué l'importance de l'Afrique, de tout ça, et je crois que c'était la première personne qui a proposé qu'on vienne tous de l'Afrique. Je sais, il a présenté cette idée-là dans un congrès de paléanthropologues à New York dans les années 50, juste avant sa mort. Et il a expliqué que le centre de cette évolution, si on pouvait parler de ça, en Afrique était l'Afrique orientale, autour de Kenya, Éthiopie, etc., etc., et qu'il y avait les mouvements de cet endroit-là, un vers le nord et un autre vers le sud. Un vers le nord, ça remplit l'Afrique, mais aussi tout le reste du monde, peu à peu, pendant quelques millions d'années. Et dans le mouvement vers le sud, ils sont arrivés à l'Afrique du Sud, qui était une espèce de cul-de-sac, où tous ces traces, tous ces niveaux étaient empilés. Et il a toujours dit que l'Afrique du Sud, dans l'anthropologie, était une espèce de texte. On pouvait voir tout empilé là. Et ça aussi, c'était fascinant et c'est quelque chose qui m'a occupé pour le reste de ma vie. Je lis beaucoup sur l'anthropologie, paléoanthropologie. Edwige et moi sommes partis d'un groupe au Collège de France. Il y a un grand paléanthropologue, Jean-Jacques Hublin, qui est un collègue. Et on a discuté ça beaucoup avec lui et son évolution personnelle vis-à-vis la création artistique, où il a commencé à reconnaître que la création artistique est très très ancienne et pas limitée à Sapiens. C'est quelque chose qui existait pour nous très très loin dans le passé. Et que c'était une partie de l'homme, c'était une action de l'homme qui était fondamentale et probablement toujours dans notre espèce et depuis des millions d'années. Donc tout ça, c'est une extension de Teilhard, mais pour moi, c'est ça qui a démarré. Ça a démarré avec mon intérêt pour lui et ses écrits, son histoire, son travail en Chine, etc., etc. Et c'était le début d'un changement mental chez moi, si on veut, mon paradigme personnel. Et pour le reste de ma vie, j'ai travaillé dans ce sens-là. Dans le sujet de cet après-midi, le changement de paradigme, je vais expliquer ça un peu plus en détail et pourquoi. Et pourquoi ça suit ces directions, y compris le paléanthropologie et l'évolution de l'homme et ses racines dans la préhistoire. C'est tout ce que moi je veux dire sur Teilhard personnellement. J'aimerais bien que Marie passe à sa présentation et son influence en son travail, et on va revenir après au sujet de paradigme. Bonjour, moi je suis ravie d'être là et de partager ce petit moment avec vous et avec Don sur un mode que nous avons choisi comme ça un peu très très légèrement et qui vient d'une petite conversation téléphonique que nous avons eue, qui ne parlait en aucun cas de Teilhard de Chardin, mais de cette participation à ces conférences. Et peut-être que nous pourrions l'appeler sous la terminologie de Kennedy et moi, par exemple. Oui. N'est-ce pas? Donc, vous venez d'avoir la version Teilhard de Chardin et Don, et moi j'aimerais bien vous parler en quelques mots de Teilhard de Chardin et moi. C'est toujours une histoire de rencontre et c'est peut-être ce qui fait le principal argument de cette nappe de connaissances ou de cette nappe de relations qui font que les gens travaillent, les gens créent des liens, il y a de la connaissance qui se construit. Et c'est dans ce sens-là que nous allons dans une direction où cette construction ne cesse de s'amplifier, à la fois de mémoire, à la fois de technologies qui contiennent de la mémoire. Et moi, ça m'intéresse tout particulièrement dans le métier que je fais.
Voilà, donc Théillard de Chardin et moi, je pense que je vais vous décevoir très très largement parce que je ne suis pas du tout une connaisseuse de Théillard de Chardin et a priori je n'avais aucune raison de le rencontrer vraiment. Et d'ailleurs je l'ai rencontré en faux, si vous voulez. Je l'ai rencontré parce que dans le milieu où je travaillais, beaucoup d'artistes qui touchaient à ce qu'on appelait bien avant les années 2000, on appelait ça le virtuel, ce qui est une manière très très fausse et complètement aberrante de parler des activités numériques, mais on parlait beaucoup de ça, on était dans le virtuel. Et le virtuel semblait être ce qui allait nous advenir, mais allait nous advenir en plein et totalement. Et si vous voulez, à cette époque-là, donc on était aux alentours des années 2000, moi j'étais beaucoup plus tournée et très suspicieuse de cette manière de voir les choses. Et j'étais plus attachée à des gens comme François Dagonnier qui parlait à ce moment-là d'une rematérialisation, c'est-à-dire un retour dans la matière, et je m'efforçais, tout en étant une artiste qui utilisait les techniques numériques, de peu ou prou avoir toujours une attache solide, ancrée dans des questions de matière. Donc au lieu d'avoir des fichiers et des terras de fichiers qui encombraient finalement, qui m'encombraient plus qu'ils ne m'étaient utiles, je me suis dit quelle sortie trouver et quel réancrage dans le monde on pouvait amorcer. Donc ma ligne de conduite était celle-ci, et elle était très loin du vecteur qui animait Théillard de Chardin au moins dans ses écrits. Mais je comprends pourquoi j'y suis arrivée a posteriori. J'y suis arrivée parce que peu ou prou aussi, je détestais les gens qui se targuaient de transhumanisme. Ça m'ébouriffait. Et je n'adhérais pas du tout à ça. Or, il y a eu en 2007, je crois, un article dans Art Press qui, d'un côté, il y avait un magnifique texte de Théillard de Chardin, si mes souvenirs sont bons, et de l'autre côté, il y avait un article sur le mouvement des transhumanistes. Et j'ai lu l'article de Théillard de Chardin, que j'ai trouvé absolument merveilleux. Je ne pourrais pas vous dire ce qu'il y avait dedans, ni de quoi ça parlait, et je ne l'ai pas retrouvé. Donc je suis presque près du mythe. En revanche, le transhumanisme, je n'ai rien vu. Et j'ai acheté, donc en 2007, c'était très tardivement par rapport à tout ce que Théillard de Chardin avait pu écrire, j'ai acheté Le phénomène humain. J'ai acheté Le phénomène humain, je suis une fille sérieuse, j'ai pris des notes, quelques notes, très peu. Et au lieu de barrer mes livres de couleur ou de feutres de couleur, j'ai pris des notes tapuscrites que j'ai retrouvées, en revanche. Et j'ai eu hier, donc, en repassant ces notes que je venais de retrouver, qui sont très brèves et qui ne concernent que la toute première partie de ce livre, Le phénomène humain, à me demander si, d'ailleurs, ce livre, je l'ai lu jusqu'au bout, ce que je crains de n'avoir pas fait. Mais j'ai eu, c'est comme sur la route de Damas, j'ai eu une sorte d'illumination, mais on en reparlera. On reparlera de ce type de rencontres, parce que ce sont des rencontres très particulières auxquelles on ne s'attend pas en général. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est en gros la trame de ces notes que j'ai récupérées et qui, à mon avis, sont le bras armé d'une sorte de paradigme très actif et qui a été très actif sur toutes les pièces ou tous les travaux que j'ai pu faire à partir de ce moment-là, ou concomitamment. Parce que les rencontres se font en général dans des géographies parallèles. Donc je pense que ça s'est produit exactement dans le même temps. Les notes que j'ai prises, je vais vous les passer, et vous n'avez pas peur du silence. Parce que je sais que dans les conférences, les gens parfois ont peur du silence. Je peux vous les lire, mais je préférerais que vous les lisiez vous-même. Donc je vais vous les passer. Elles consistent en 10 petits extraits de quasiment rien. Et je vous dirai un petit mot ensuite là-dessus. En fait, je les ai mises dans l'ordre, juste une petite précision. Elles sont dans l'ordre, sauf cette première note, qui était la dernière et que j'ai remis au tout début, parce que je pense qu'elle est infiniment beaucoup plus parlante que tout ce qui va suivre.
ça m'agace prodigieusement, ça. C'est bon? Non. Faites comme moi, contentez-vous de presque rien. C'est dans le presque rien qu'on fabrique le mieux. Hein. Je suis là pour le prouver et en témoigner. Yes. Et là, visiblement, ça a dû être trop démesuré pour moi, parce que il n'y a plus aucune note prise après cette dernière. Vous voulez que je mette le micro? C'est mieux? Voilà. En gros, ces quelques points, si j'avais le temps d'y réfléchir et si j'avais le temps d'y travailler, comme je l'expliquais à Edwige tout à l'heure, pourrait être une espèce de trame active et être considéré comme le paradigme de à peu près tous les points du travail que je poursuis en ce moment, en gros. On ne va pas entrer dans le travail que je fais parce que ça n'a aucune importance et ce n'est pas du tout le sujet aujourd'hui, mais j'aimerais revenir sur le type de rencontre comme celle-ci. Dans les rencontres intellectuelles ou dans les rencontres livresques, littéraires que l'on peut faire, on peut le faire sous des modes qui sont extrêmement différents. Sous le mode, par exemple, d'un partenariat à vie. On vit avec des œuvres, on vit avec des personnages, on vit avec, je ne sais pas, des films. C'est un mode. On peut le vivre sous forme de covoiturage, je dirais, sur une longue distance, moyenne ou très courte distance aussi. Et on peut le vivre sous une forme qui a été la mienne, pour le coup, dans ma relation avec Teilhard de Chardin, c'est celle du flash dans les mirettes. C'est-à-dire le flash dans les mirettes, ça vous éblouit, ça vous met pour un petit moment dans un aveuglement provisoire. Et les dimensions dans ce qui devient invisible et ce qui devient impossible de voir, vous accédez à des dimensions qui sont des dimensions extrêmement particulières, comme un hors-soi et une espèce d'élongation ou de soi démesuré. Et alors cette perception, je l'ai eue. Je l'ai eu 2 ou 3 fois dans ma vie, et aussitôt que la porte se referme, ce qu'il y a d'assez fascinant là-dedans, c'est qu'on est incapable de raconter aux autres. Et alors, Teilhard de Chardin, t'as aimé? Je ne sais pas. Oui, j'ai beaucoup aimé, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc effectivement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que j'ai accédé à une dimension, peut-être que nous cherchons tous, on cherche tous des dimensions qui nous excèdent. Et ces dimensions qui nous excèdent, on les trouve dans la relation que nous avons entre nous, on la trouve dans le partage des connaissances, on la trouve dans l'exégèse, on la trouve dans tout un tas d'opérations mentales ou de fabrication, parce qu'il n'y a pas que le mental, à mon avis, qui travaille là-dedans. Et voilà, donc j'étais déjà à l'œuvre, hein, j'ai pas attendu Teilhard de Chardin pour mettre à l'œuvre, mais disons que tout d'un coup, j'ai perçu
une dimension supplémentaire dans laquelle je ne cesse de vouloir aller, mais la porte s'est très largement refermée. Alors la porte s'est ouverte une autre fois, dans des circonstances qui étaient aussi peu intéressantes que celles que je viens de vous raconter pour Teilhard de Chardin. C'était pas non plus le chemin de Damas comme tout à l'heure, mais c'était de l'ordre de l'éblouissement et du renversement. C'est avec quelqu'un, une conférence aussi que j'ai entendue d'Emanuele Coccia, qui nous parlait exactement. Alors c'est drôle, parce que les sujets étaient identiques. En gros, c'était un sujet brûlant d'actualité qui est nous humains, c'est quoi notre définition, c'est quoi notre mesure, c'est quoi notre relation au vivant, au plus grand que le vivant, au cosmique, etc. etc. Et ces relations-là deviennent aujourd'hui tellement cruciales à envisager sous un autre angle et à pourvoir au moins d'un outillage suffisant pour que nous puissions survivre, que je crois que c'est une question qui mérite aveuglement. Et en gros, ce que je voudrais vous présenter, mais alors de manière très très brève, parce que je ne voudrais pas finalement casser la perspective de Donne, ou tout au moins l'embrouiller, c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand on aveugle son travail ou quand on le rend quasiment invisible. Et qu'est-ce qu'il advient ou qu'est-ce qu'il surgit dans cette, comme diraient les philosophes, cette épopée de la vision. Voilà, ça c'est une question qui m'intéresse. Je voudrais vous montrer une des pièces qui a suscité pas une des pièces, mais une fabrication qui date à peu près de ces années 2007, 2008, 2009, et qui correspondent à ces notes que je viens de vous montrer, et qui est un travail que nous avons commencé avec quelqu'un qui est un partenaire de travail avec moi depuis une trentaine d'années, qui s'appelle René Sultra. Donc quand je dis « je », en fait, c'est nous, hein, mais il est beaucoup plus facile de dire « je ». Donc, voici de quoi ça a l'air. En gros, il s'agit d'un textile, un textile écran, composé de fibres optiques et de polyester. Et ce textile écran communique. C'est une sorte de machine à voir, mais dans une définition qui bat tous les records, puisque quelques points d'information, à peine une centaine, pour signifier le monde. Alors c'est très très peu, mais nous avons des comparaisons ou des gens qui estiment qu'ils voient le monde avec autant de qualité que nous le voyons nous, avec nos pleins yeux, et qui sont par exemple les aveugles greffés de rétine artificielle. Ces gens-là voient dans cette dimension qui pourrait nous sembler, et que nous pourrions décrire comme appauvrie, mais qui en aucun cas ne le sont. Plus nous descendons dans ces marges invisibles, et plus vont remonter des informations qui vont renouer avec le plein et la totalité. Et c'est une opération étrange de se mettre dans des situations comme ça pour produire des choses à partager, parce que l'art est fait en gros pour partager des choses avec des gens. Donc vous êtes censé pouvoir avoir des données à partager. Si vous partagez très peu et surtout de l'invisible, vous êtes dans finalement une frange presque inaccessible. Voilà. Donc c'était ce tissu en image ne vous dira pas grand-chose, mais j'y passe du cinéma. J'y montre ce que je comprends du cinéma, ou peut-être ce que ne comprend pas lui-même, et les critiques du cinéma, ce qu'ils ne comprennent pas du cinéma. Ça m'est arrivé, ou ça va m'arriver de travailler avec une spécialiste d'Eisenstein, par exemple, pour qui il y a dans le résiduel de l'inventaire total qu'ils ont fait des films de ce grand cinéaste, il y a des moments que personne ne comprend. Et je propose donc ma machinerie à ne rien voir, à des moments aussi impénétrables, en me disant que peut-être il se passera des choses. Voilà. Donc cette descente dans la définition, comme peut-être un peu Teilhard de Chardin, est obligé de descendre au plus bas dans l'échelle, à la fois de l'hominisation, mais aussi de l'ordre de la création dans une acception très très générale. Ressemble un petit peu à ce recul
recule, on recule jusqu'où on peut être signifiant. Et on arrive dans une frange qui est une frange de signes à décrypter et à grammatiser. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est amplement suffisant. Et c'est juste une expérience. Mais je pense que Teilhard de Chardin ne sous-estimait pas du tout la biologie et donc l'expérience de l'ouïe, du regard et des sens dans leur entier qui sont une confortation de tout ce qui peut en émaner. Donc voilà, j'ai fait de l'ordre expérimental. Bon, pour revenir au paradigme, ça c'est une photo de famille, c'est une photo de vacances. Le petit garçon, c'est mon filleul. Derrière, c'est ma femme. On était en vacances en Croatie. Aujourd'hui, il a 21 ans. Mais quand j'ai regardé cette photo après, je me suis dit, mais voilà un petit qui commence à créer son paradigme. Il est en train de créer quoi? Ordre. Et je crois que ça, c'est la première impulsion qu'on a depuis la naissance, c'est vraiment de projeter un ordre vers l'extérieur pour le comprendre, pour le maîtriser et de survivre dedans. Et déjà, il a 2 ans. Et il était en train de ramasser toutes les petites branches, tous les petits morceaux pour faire l'ordre pour lui. Et pour moi, c'était une révélation, c'était oui, voilà, c'est nous, on a besoin de ça. Et un paradigme, ça c'est notre idée d'ordre. C'est la façon qu'on voit le monde. C'est le mécanisme, c'est un mécanisme imaginaire, comment on voit comment ça fonctionne. Et quand ça change, toute la société change radicalement. Il y a dans une petite animation que j'ai là, après... C'est une animation que j'ai fait il y a presque 30 ans maintenant. Besoin de savoir. Oui, c'est ça. Parce que pour moi, le moteur de l'évolution, c'est le besoin de savoir. C'est exactement la même chose dans le sens qu'il faut connaître notre environnement pour survivre dedans. Et on crée les méthodes. Et d'abord parce qu'on a pris le temps de sortir de la nature. Le réel, ça veut dire quelque chose d'incompréhensible en totalité. On sort et notre relation avec est d'abord par la perception et en retour les structures qu'on crée pour le comprendre. Encore, j'ai fait une division qui était assez artificielle, le rôle de la science et le rôle de l'art. Mais c'est évident que l'art travaille principalement sur la perception. Il y a l'artiste américain Robert Irwin qui a dit même que la perception, c'est le sujet de l'art. Bien sûr, la science est en train de nous proposer des structures pour expliquer tout ça. Et entre les deux, on trouve l'imaginaire, notre imaginaire, l'imaginaire de notre société. Et quand c'est quelque chose qui est en commun, on a l'imaginaire qui gouverne le fonctionnement de la société. Et quand il y a un changement de paradigme, c'est un changement d'imaginaire. Et souvent, ce changement d'imaginaire démarre avec l'art. La science n'est pas très loin derrière, mais pour moi, le changement fondamental qu'on est en train de vivre en profondeur maintenant est une espèce de deuxième renaissance qui est en train de remplacer la renaissance italienne. Et cette renaissance, cette deuxième renaissance, a commencé à la fin du 19e siècle dans l'art avec les impressionnistes. Et on va avoir une approche radicalement différente à la représentation qui était suivie un peu plus tard par une explosion de l'invention artistique au début du XXe siècle, suivie très vite par les changements révolutionnaires dans la science, d'abord la relativité et après la science quantique. Moi, je pense que quand il y a un changement fondamental en art et en science de la définition de la réalité, notre interprétation de réel,
et sa représentation, c'est une renaissance. C'est un changement profond dans la société qui exige qu'on revoie le fonctionnement et on commence à comprendre que le fonctionnement n'est pas la même chose qu'on a prétendu avant et ça exige une redéfinition, une réinvention de toutes nos institutions. Il faut dire aussi qu'une renaissance est toujours une période d'extrême violence parce qu'on est en train de perdre les repères sans avoir d'autres pour les remplacer, parce que ça prend du temps. Mais historiquement, je crois que c'est là où on est maintenant. Comme j'ai dit, pour moi, mon propre paradigme a été créé à partir de la pensée de Teilhard de Chardin, mais des autres aussi, principalement Henri Bergson. C'est pour ça, Edwige et moi bossent ensemble, parce qu'on a découvert qu'on était tous les deux très bergsoniens. Il y avait une troisième dans ma trinité qui était Marcel Duchamp. Quand je suis venu en France en 71, j'étais ravi d'être chez eux. J'ai appris durement, que ce n'était pas du tout le cas, que Bergson était complètement écarté, marginalisé. Marcel Duchamp était inconnu, mais totalement inconnu. Et Teilhard de Chardin, jésuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Il était sous boisseau. Oui. Et bon, mes trois héros intellectuels n'existaient pas. Ça a changé depuis, et surtout dans les arts. Mais vous allez peut-être rigoler, mais vraiment, le monde d'art ne connaissait pas Marcel Duchamp en 71. Quand j'ai dit son nom, ils m'ont corrigé en disant « Tu veux dire Duchamp-Villon », qui était son frère aîné, un peintre pas trop mal, mais absolument sans intérêt. Mais Marcel n'était pas connu. Et c'est pour ça le premier directeur de musée de l'art moderne national, Ponte-Sutton, Centre Pompidou, son premier expo était Marcel Duchamp, parce qu'il a compris qu'il n'était pas connu par les Français. Bon, on peut dire que Deleuze a aidé de réhabiliter Bergson et maintenant Bergson, il est encore complètement au centre de beaucoup de mouvements de pensée en France, c'est très important. Et maintenant, je vois depuis 15 ans dans les arts un grand intérêt pour Teilhard de Chardin. Je me souviens, j'avais une conférence à l'Institut national de l'histoire de l'art. Et encore, comme souvent, j'ai mentionné Teilhard de Chardin et tout le monde sautait sur moi. On veut savoir plus, on veut savoir plus. Et c'est évident qu'il est à nouveau sur la table et lu. Dans ce cas, j'étais vindiqué. C'était quelque chose d'important pour moi. Mais bon, pour revenir à ce changement de paradigme, je pense que, comme j'ai dit, ça commence avec un changement de perception. On commence à voir des choses différemment. On commence à comprendre que la façon qu'on avait dans la société, plus ou moins acceptée, pour comprendre le fonctionnement de la société, ne marche plus. Et dans notre cas, dans l'Occident, c'était notre héritage de la Renaissance italienne, où ce fonctionnement était sur le modèle de l'horloge, de la machine. Et on a vécu pendant presque 4 siècles avec 7 modèles opérationnels qui, en principe, expliquaient tout. On a compris aussi, surtout côté science, que ce n'était plus le cas. C'était pas une physique classique, c'était d'autres choses qui n'étaient pas encore définies, mais les indices étaient déjà là. Et avec ce changement profond, on a vu beaucoup de violence. Le XXe siècle, c'était parmi les plus violentes. Je crois que la guerre de 30 ans était psychologiquement aussi violente, qui était la première Renaissance ou la Renaissance italienne. Mais il n'avait pas des moyens de destruction comme on avait dans le XXe siècle. Dans ce cas, le nombre de morts était un peu moins important, mais le niveau de violence psychologique était exactement le même, à mon avis. C'était vraiment des ruptures et qui produit quoi? Qui produit vraiment une période de haine
parce que les autres sont dangereux. Les autres sont partis d'autres choses, d'autres idées, etc. Ils deviennent dangereux. Il faut les détruire. C'était d'abord la Réformation, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Chaque période a ses dangers, a ses victimes. Et pour nous, dans le XXe siècle, bien sûr, on a testé beaucoup de choses. Pour la grande majorité, basées surtout sur ce fonctionnement mécaniste. Qui veut dire que ce n'était pas étonnant qu'elle est allée directement dans le mur, parce que cette notion d'organisation, ce paradigme mécanique du monde ne fonctionne plus. C'est pas convaincant. Les gens ne le voient pas. Et toutes les tentatives qu'on avait, à mon avis, dans le XXe siècle, avec le communisme, avec le fascisme, avec le capitalisme, ces modèles sont basés sur un monde mécaniste. Et on est en train de vivre profondément aujourd'hui avec cette grande bagarre qui est autour de gouvernance par algorithme. Parce que l'algorithme, c'est un fonctionnement complètement mécaniste, mais c'est la même mentalité. Et il y avait un auteur que vous connaissez peut-être, Alain Suppiot, qui est un juriste très important. Son dernier livre est La gouvernance par le nombre. Et le premier, c'était est-ce qu'on sera gouverné par la loi, qui est un débat, ou par les algorithmes, qui est un système fermé. Un algorithme, c'est presque une idéologie. C'est vraiment très, très fermé. Et à mon avis, ça, c'est la question critique de notre époque. Qu'est-ce qu'on va laisser nous gouverner? Parce que, pour être honnête, la grande majorité des gens cherchent quelque chose de l'extérieur pour les guider. Hein, il y a dans le passé, il faut le dire, c'était la religion. On pouvait arrêter de penser. Et il y avait beaucoup de tentatives de trouver une soi-disant force neutre à l'extérieur de nous, sur laquelle on peut se plier. Et maintenant, on est en train de vivre cette espèce de mythologie que c'est l'intelligence artificielle, que c'est les algorithmes. On va trouver un moyen de vivre avec quelque chose quasiment automatique. Comme on a toujours dit, par exemple, quand on était guidé par le marché, ce qu'on veut nous faire aujourd'hui, c'était la main invisible. Comme le marché était quelque chose de neutre, on pouvait mettre nos confiances dans le marché, en ignorant complètement que le marché est une création de l'homme, comme les algorithmes sont des créations de l'homme. Dans ce cas, ils portent automatiquement des valeurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on est confronté par ce choix. Moi, je pense que ça va vraiment dans le mauvais sens. Je suis un peu inquiet parce que les vendeurs de cette vision du monde ont beaucoup d'argent. Ils contrôlent les médias et ils sont en train de nous proposer une image qui est complètement faussée, que quelque part c'est neutre. Je sais d'où ça vient. J'ai même travaillé un peu sur ça cet été parce que je reviens toujours à ces questions. C'est le cybernétique et c'est Norbert Wiener. On est en train de parler de ça pendant le déjeuner parce que j'ai acheté son autobiographie il y a très très longtemps. C'était sur mes étagères depuis presque 40 ans et finalement cet été j'ai lu les 2 volumes. Et quand j'ai terminé, j'ai réalisé que cet homme était autiste. Quand il a tenté de décrire ses relations avec les autres, c'était évident qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Son problème était, c'était assez profond à mon avis, mais en même temps, comme c'était traduit, il avait cette idée que les hommes ont tenté de gouverner les hommes. Et c'était un échec total. Et l'échec principal était la Deuxième Guerre mondiale pour lui. Et il a dit, si c'est ça la gouvernance par les hommes, il faut trouver un autre moyen de gouverner. Et il a proposé l'intelligence artificielle, la machine. Et on est en train de vivre ça en profondeur. Et c'est une période extrêmement dangereuse parce que le gagnant de cette période-là détermine le paradigme qui va nous gouverner pour pas mal de temps dans l'avenir. Dans ce cas, il faut vraiment soigneusement créer ce paradigme
Et pour moi, c'est pour ça que je travaille dans l'art. Et cette notion ou cet espace informatique qui est devant nous, où on passe de plus en plus de temps, est un espace qui a été créé presque exclusivement par cette mentalité. Et mon travail était d'amener les arts dans cet espace pour tester cet espace pour son degré d'humanité et de travailler avec la technologie poussée par les exigences artistiques. Dans ce cas, pour vous donner un exemple concret, on est en train de travailler avec la notion de théâtre dans l'espace virtuel, qui veut dire qu'on a les groupes de théâtre, les théâtres même, qui sont connectés avec les artistes en train de travailler pour créer le théâtre dans cet espace virtuel et d'inventer des outils pour le faire. Parce qu'on ne peut pas le faire. J'étais contacté il y a 8 ans par le directeur de théâtre Young Vic à Londres, qui m'a dit qu'il voulait faire un opéra entre 3 villes, Londres, Cape Town et Rio. Et il m'a demandé de l'aider. Et j'ai dit, bon, tu peux le faire, tu peux connecter, tu peux mettre les caméras, les haut-parleurs, les micros, et connecter 3 théâtres dans les 3 villes, mais c'est pas vraiment de faire un opéra en ligne. C'est d'être un peu témoin des autres, mais avec un échange. Ça a une certaine légitimité. Mais j'ai dit, si on veut vraiment faire le théâtre, il faut apprendre comment on amène les métiers de théâtre dans ce nouvel espace. Et ça exige un niveau d'expérimentation assez profond. Et ça, c'est un peu notre objectif, c'est de travailler avec cet espace virtuel à partir des arts, des créations, toujours interface avec le public, pour avoir le regard, la réaction de commentaires de public, et de créer un espace qui est poussé par d'autres aspects de l'humanité. Et de voir qu'est-ce que ça va nous donner. Je travaille avec le London School of Economics et avec le département de sociologie de communication, et eux, ils avaient l'idée de créer un observatoire de notre réseau qui s'appelle Marcel. C'est un hommage à Marcel Duchamp. J'ai pris un tableau de lui d'un réseau pour notre logo, avec permission de sa belle-fille. Et l'idée était de amener tous les arts dans cet espace-là et de voir quelle technologie est-ce qu'il va résulter de ça, de cet travail artistique dans cet espace. Et avec London School of Economics et un observatoire Marcel, d'observer ça pour voir si effectivement dans cette activité artistique, des modèles de la société et d'avoir d'autres façons de regarder nos relations et pas d'accepter aveuglement la notion de la machine, l'algorithme, que tout est dicté par je ne sais pas qui. Il y a des gens qui fabriquent des algorithmes. C'est pas un fonctionnement neutre. Dans ce cas, c'est pour moi, cette idée de changement de paradigme était absolument fondamentale. On est là maintenant. On est dans une période où la destruction d'une renaissance est peut-être derrière nous. Je ne suis pas convaincu, mais c'est peut-être derrière nous. Et on entre dans une période de construction. Et la construction fondamentale est réduite à ce mot-là, changement de paradigme. Changement de notre compréhension de la réalité pour notre époque et comment ce changement se traduit en relation entre les êtres humains, de fonctionnement de société, de recréer, réinventer nos institutions. Et je crois que c'est ça qu'on a devant nous maintenant. Voilà. Merci.